Et on va enregistrer, voilà. Donc, je termine effectivement un livre qui devrait, si tout va bien, sortir en début d'année prochaine, qui s'appelle Les sociétés du profilage. Et cette communication va reprendre quelques thèmes que je développe dans ce livre. Voilà. Alors, je vais juste récupérer partager l'écran. Voilà. Et en fait, il faut que ouais. Présentation. OK, voilà. Donc, Attends, je vais juste faire une chose, c'est que Carla, je vais te mettre en co-host pour que tu puisses admettre les gens. C'est possible? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, je te mets en co-host parce que c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Bien sûr. merci. Donc, l'exposé s'intitule Optimisation, profil et prédiction après les sociétés de contrôle. Effectivement, ça résume pas mal ce qui est mon propos. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'image que j'ai mise en couverture, là, hein, c'est une capture d'écran du site This Person Doesn't Exist, qui propose des photographies de gens qui n'existent pas. Et dont on peut se servir pour faire des photos de profil, des photos de gens qui appartiennent à des boards de start-up ou tout ce que vous voulez, en fait. Voilà. Alors, donc, donc effectivement, hein, pour situer le propos, donc c'est donc un essai assez long qui m'a occupé un certain temps et qui développe en fait des idées que j'avais un peu euh, posées en amateur depuis quelques années sur la manière dont les techniques d'intelligence artificielle appuyées aux données massives transforme notre rapport à la causalité, à la prédiction, et à partir de là, à la prédiction des croyances et des comportements individuels. Et donc, ça, c'était un article paru il y a 4 ans dans AOC, assez long, où donc, j'esquissais donc le noyau en fait, de mon propos, qui est que si on se place dans une histoire des formes, aussi bien des formes de socialité que des types de gouvernementalité, on peut reprendre donc des notions bien connues, en fait, qui sont les notions de société de discipline, telles que l'a thématisé Foucault dans Surveiller et punir, et puis l'idée de société de contrôle, comme l'a analysé Deleuze dans un texte fameux, le post-scriptum aux sociétés de contrôle, qui est en fait très court, qui est une sorte de réponse à Foucault. Et donc, ma thèse, c'est que un certain nombre de transformations, et donc dans cet exposé, je vais essayer de les expliciter, mènent à un nouveau type de gouvernementalité, nouvelle modalité de socialité que j'appelle société du profilage. Voilà. Alors, pour introduire le propos, hein, c'est un rappel, mais après tout le monde n'est pas forcément familier. Donc, Surveiller et punir, c'est ce livre qui explicite l'émergence d'une forme de gouvernement centrée donc, sur la production de figures collectives qui résistent l'existence des individus, l'école, l'usine, l'hôpital, l'armée, la prison, et Foucault appelle ça société de discipline. La discipline, c'est indissociablement une technique de dressage du corps. Hein. On peut penser aux soldats qui font une espèce de réglé dans l'armée, comme plus tard le taylorisme à l'usine, et d'inspection de l'esprit. Et Foucault retrace ça aux formes monastiques de subjectivation. Et sa thèse, c'est que ces disciplines suscitent des structures de pouvoir qui vont être corrélées à un type de savoir de l'individu qui est précisément celui qu'instancient les sciences humaines naissantes. Bon, alors je passe évidemment sur les discussions qu'on peut ou qu'on a pu avoir de ces thèses, mais effectivement, vers la deuxième moitié du XXe siècle, Deleuze va répondre en disant qu'on n'est plus, on a hérité des sociétés disciplinaires, mais on est dans une nouvelle forme aussi bien de subjectivation que de gouvernement de subjectivité, qui arrive avec le capitalisme de surproduction, qui va devenir financiarisé à la fin des années 70.
Et alors, je cite Foucault, hein, ce qu'il veut vendre, ce capitalisme, c'est des services, ce qu'il veut acheter, ce sont des actions, ce n'est plus un capitalisme pour la production, mais pour le produit, c'est-à-dire pour la vente ou pour le marché aussi, il est essentiellement dispersif. Et l'usine, qui était l'un des paradigmes de la discipline avec école, armée, prison, etc., a cédé la place à l'entreprise. Bon, le travail que je présente, effectivement, c'est un travail pour lequel m'a accompagné l'idée ou le doute que j'étais en train de faire un livre de plus ou encore le même livre. Bon, j'espère que c'est pas complètement ça. Mais dans le temps même où j'écrivais ça, ça fait 3 ou 4 ans qu'il y a beaucoup de gens en fait qui tournent autour d'idées assez proches. Hein. Alors, je vous ai mis quelques titres. En sociologie, il y a le livre dont on a beaucoup parlé, qui est effectivement remarquable, de Shoshana Zuboff, qui s'appelle The Age of Surveillance Capitalism. Il y a eu des livres de Dominique Cardon sur à quoi rêvent les algorithmes, de Vanessa Codaccioni sur la société de vigilance. Il y a eu les livres donc, de Morozov, qui est une sorte d'ancien de l'Internet des débuts, qui est devenu très, très, très critique, hein, de Net Delusion, du juriste Bernard Harcourt, donc le livre qui s'appelle Exposed, qui a été traduit, je crois, sous titre La société d'exposition, le Counter Atlas of Artificial Intelligence de Kate Crawford, qui vient plutôt des STS, le livre aussi sur une autre question qui est l'envers matériel de la société digitale, hein, qui est l'enfer numérique de Guillaume Pitron, et le livre de David Chavalarias, hein, avec qui je travaille depuis quelques temps aussi, mais qui dirige l'Institut des systèmes complexes et qui a fait ce livre dont on a pas mal parlé très récemment, qui s'appelle Toxic Data, sur les effets des réseaux sociaux, en particulier quant à la démocratie, qui est un livre extrêmement documenté. En philosophie, il y a un livre qui est très important et de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Le jeu de l'induction de Anna Longo, que je ne peux que recommander. Et pour certaines des analyses, j'en suis assez proche. Alors, moi, ma vision, elle est plutôt construite à partir de ce que je connais quand même, c'est la philosophie des sciences, c'est un peu l'originalité du propos par rapport à le domaine qui a pu être appelé depuis quelques années Surveillance Studies. Et donc, je vais un peu développer ce propos, je vais vous parler de ce que j'entends par profilage, des conséquences épistémologiques de ça. Hein. Donc là, il y a des mots que je mets, je leur donnerai un contenu, hein, les boucles, les effets de réalité, du rôle de l'optimisation dans les nouvelles formes de socialité et de gouvernementalité. Et je donnerai quelques aperçus sur quelque chose que j'ai beaucoup développé dans le livre, mais qui est un peu qui sera moins central ici, qui est le type d'expérience et de subjectivité qui va être forgé par ces modes de socialité. Alors, je commence par la transformation épistémique qui est induite par un certain nombre de nouvelles modalités techniques, donc en particulier ce qu'on appelle les données massives et le profilage, et l'intelligence artificielle, même si les deux termes sont assez vagues. Alors plus précisément, qu'est-ce que j'entends par là? Donc du côté de la philosophie des sciences, ou plutôt de Science and Technology Studies, on discute depuis pas mal de temps l'idée que les sciences passent d'une modalité plutôt... il y a deux changements. Hein. Le premier qui m'intéresse moins, qui est qu'on passe d'une modalité discipline-driven, par exemple la mathématique, la physique des fluides, la biochimie, à mode 2 qui est problem-driven science, où par exemple on a un problème, alors le paradigme c'est le changement climatique, et on met plein de gens qui font des choses qui viennent de disciplines différentes, mais qui sont réunis autour du problème. Hein. Statistique, géochimie, géologie, paléoclimatologie, etc., écologie, bon. Et l'autre distinction qui m'intéresse un peu plus, qui est qu'on passe corrélativement d'une discipline qui était hypothesis-driven, c'est-à-dire qu'on a des hypothèses, on les formule, et ensuite on cherche des données pour les valider, et ça coûte cher, les expériences coûtent cher, l'exploration coûte cher, à une science plutôt data-driven, c'est-à-dire on a des tonnes de données, et on est ensuite, une fois qu'on a les données, on cherche les hypothèses qui vont avec. Alors, je suis assez neutre quant à la pertinence de ces grosses distinctions qui sont beaucoup soutenues par Helga von Novotny, par exemple. Je pense que par certains aspects de certaines sciences, oui, c'est relativement pertinent. Et en tout cas, effectivement, data-driven, ça renvoie à l'idée qu'il y a des sciences de données massives, des sciences de big data science, qui vont avec la big science, la science faite par plein de gens, avec des très gros équipements, typiquement le programme Génome Humain, le programme Blue Brain, là où on construit un cerveau de manière totalement informatique, etc.
Alors, l'un des points importants, c'est que, d'une part, la donnée elle-même coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et d'autre part, une fois qu'on a beaucoup de données, les statistiques prennent, et alors en particulier certaines formes de statistiques qui ont des noms maintenant, data mining, machine learning, etc., prennent une importance absolument considérable. Il y a un livre qui a été important en philosophie des sciences, qui est celui de Sabina Neonel, qui s'appelle Data Centric Biology, qui est l'une des premières études philosophiques d'ampleur de la biologie fondée sur les big data. Alors, je ne vais pas m'y faire. Qu'est-ce qu'on entend par données massives? Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Donc, alors évidemment, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas juste quantitatif. Et ça, dans la littérature, il y a plusieurs caractérisations. Parfois, comme les auteurs aiment les moyens mnémotechniques, on parle des 4V, hein, donc volume, il y en a beaucoup, variété, elles sont diverses. Vitesse, on les a de manière continue très rapidement. Et validité, c'est-à-dire elle touche quelque chose de réel. Donc, fondamentalement, on a par exemple, ce qu'on a avec ça, c'est un hyperespace avec des axes, par exemple, la taille, le poids, la consommation, le pouls, la consommation de glucides, de lipides, de protéines, le nombre de pas par jour, hein, je prends un exemple médical. Et donc, on a beaucoup d'axes et on a beaucoup de points de données, puisqu'on a ça, mettons, sur 60 000 ou 70 000 individus. Et évidemment, la quantité, c'est la quantité non seulement de points, mais d'axes aussi. C'est ça qui est extrêmement important. Alors, on appelle médecine personnalisée une médecine qui est développée par exemple au National Human Genome Research Institute, mais dans beaucoup d'autres endroits, qui est qu'on a des données concernant un grand nombre de dimensions de ces individus. Hein. Alors, j'ai un peu donné cet exemple d'hyperespace de données médicales. Et ensuite, on va, à partir de là, étudier la manière dont les points de données se distribuent dans cet espace hyperdimensionnel. Et effectivement, on a des statistiques qui sont plus compliquées que les régressions linéaires qu'on a l'habitude de faire ou éventuellement les analysant composantes principales. Et on a donc des techniques qui sont des techniques qui font l'objet parfois d'une data science, hein, d'une science quasiment à part entière. Alors, juste pour donner des exemples, hein, puisque c'est effectivement mes analyses sont quand même centrées sur des réflexions de type philosophie des sciences. Hein. Si vous prenez la génomique, hein, l'un des traits fondamentaux de l'histoire de la génomique ces 30 dernières années, c'est le coût de la donnée qui s'est absolument écroulé. Là où vous aviez besoin d'1 million de dollars pour séquencer un génome, ça coûte 1 euro maintenant. Et si vous prenez les sites qui vous proposent comme 23andMe, hein, qui vous propose des tests dits récréationnels d'ancestralité, où on vous donne des informations à partir de votre génome sur en gros la provenance des régions de votre génome, c'est un site qui constamment update ces données, à la fois parce que il y a des gens qui font, donc des clients qui donnent leur génome, et à la fois parce que il existe non seulement à partir des clients de 23andMe, mais aussi au Human Genome Research Institute et ailleurs, des génomes de référence qui permettent de réexaminer les génomes des clients. Tout ça de manière assez rapide. Si on prend par exemple les recherches sur l'hérédité, avant on faisait des twin studies, c'est-à-dire on regardait, si vous voulez par exemple savoir comment le poids est héritable, vous prenez des jumeaux, dizygotes et monozygotes élevés dans des familles différentes, et vous prenez plein de jumeaux comme ça, et puis vous demandez à partir de là qu'est-ce qui peut relever de l'héritabilité génétique et qu'est-ce qui relève de l'environnement. Alors, il y a eu énormément de critiques. Maintenant, on fait ce qu'on appelle des genome-wide analysis studies, qui ne regardent pas du tout les jumeaux, qui prennent par exemple 50 000 génomes et qui traitent ça statistiquement et qui regardent s'il y a des variations sur des nucléotides qui sont corrélées avec une plus ou moins grande probabilité d'avoir tel et tel trait, par exemple, d'avoir l'obésité, d'avoir le diabète, si je prends les choses les plus connues. Alors, il y a eu quelque chose d'assez discuté récemment qui utilise des variantes de ces techniques. Craig Venter, c'était une sorte d'aventurier de la science, hein, l'un des premiers qui a fondé une entreprise privée et qui était impliqué dans le déchiffrage du génome humain. Il a fait un papier, enfin son équipe a fait un papier où, à partir des dizaines de milliers de génomes qu'il a dans la clinique privée, parce qu'il y a maintenant une clinique privée où les gens viennent, ils se font analyser le génome,
Et puis, on leur dit, ah ben, c'est donc une analyse en profondeur, et on peut leur dire, ah ben voilà, vous avez un risque très fort de développer un cancer de la gorge dans 3 ans. Il n'y a absolument aucun symptôme, c'est vraiment purement l'analyse. Et donc, le gars sort de la clinique avec des recommandations, éventuellement un traitement, etc., pour éviter ce qui va arriver. Bon, inutile de dire que ça coûte extrêmement cher. Mais avec ça, Venter a eu assez de génomes pour montrer qu'il pouvait prédire le visage de quelqu'un à partir de son génome, ce qui est assez intéressant. Bon, c'est méthodologiquement assez contestable et très contesté, et ça relève sans doute beaucoup plus de ce qu'on appelle l'économie de la promesse que de la science réalisée, mais ça donne une idée de ce que c'est que cette science qui prédit alors même qu'on n'a absolument aucune idée de ce que fait chacun des allèles, chacun des gènes sur le génome en termes d'expression phénotypique. Ça, on ne sait pas du tout, mais les moyens statistiques nous permettent de prédire, apparemment, nous permettent de prédire des traits du visage à partir des génomes. Donc, c'est ça, Big Data Science. Et typiquement, là où c'est extrêmement puissant, c'est aussi en écologie, puisque maintenant, on a énormément de bases de données. On fait du monitoring, on a des webcams un peu partout pour suivre les oiseaux, pour suivre les mammifères dans les forêts. Et il y a et à partir de là, il y a donc il y a une très bonne texte. Vincent de Victor, c'est un écologue au CEF à Montpellier. Il a fait aussi une thèse de philo des sciences où il analyse tout ça très bien. Toujours est-il qu'il y a une grosse discussion parmi les écologues de ce qui est de savoir si, à partir de ces énormes bases de données de traitement statistique, on peut prédire ce qui va se passer sans avoir de modèle mathématique mécaniste, c'est-à-dire qui reconstruisent les processus causaux à l'intérieur des systèmes. Simplement, en appliquant des statistiques à des très grosses bases de données, de même que Craig Venter ne sait pas du tout comment un génome causalement contribue à fabriquer un visage, mais il ne peut pas prédire le visage à partir du génome. Donc ça, c'est le GBIF, c'est une énorme base de données qui croise, donc vous prenez une espèce et vous avez à voir des points de l'espace sur la Terre où vous trouvez cette espèce, des individus de cette espèce, et vous avez ça pour des millions d'espèces. Il y a mon exemple, là, c'est de prédiction sans causalité, c'est ce qu'on appelle les early warning signals, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, si on a des données extrêmement complètes, massives, régulières sur un écosystème donné, trouver des signaux précoces du fait qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer techniquement une transition catastrophique, c'est-à-dire catastrophique pas au sens négatif, au sens scientifique, c'est-à-dire un changement d'état. Le désert, le lac va devenir un désert, la forêt va devenir un lac, etc. Est-ce qu'on peut le voir à l'avance? Il y a toute une littérature intéressante où effectivement on se demande comment on peut prédire à partir de données massives alors qu'on n'a aucune idée précise ou on n'a pas de modèle de comment ça fonctionne. Il y a eu alors je ne rentre pas là-dedans, mais il y a effectivement méthodologiquement en écologie depuis quelques années, à partir de cas comme les early warning signals, mais pas seulement, une discussion pour savoir jusqu'à quel point les modèles mathématiques qui expliquent les phénomènes, qui nous les font comprendre, qui mettent en évidence des relations causales, sont utiles, nécessaires ou pas pour prédire ce qui va se passer. Et alors, qu'est-ce qui se passe là épistémologiquement? Il me semble qu'il y a une sorte de renversement, ou en tout cas de modification de la relation classique entre causalité, corrélation, causalité, prédiction. Alors, classiquement, on va dire, on peut faire des tonnes de corrélations. Je pense que certains d'entre vous connaissent le site assez marrant qui s'appelle spuriouscorrelations.com, qui régulièrement fait des corrélations qui sont parfois très bonnes. Là, c'est entre les dépenses américaines sur la science, l'espace et la technologie et les suicides par pendaison. Vous voyez, il y a une très bonne corrélation. En dessous, j'avais le nombre de gens qui se noient dans les piscines et les films de Nicolas Cage. C'est pas mal corrélé aussi. Il y a une bonne corrélation, mais il serait quand même assez aventureux de prendre les prochaines performances cinématographiques de Nicolas Cage pour prédire le nombre de gens qui vont se noyer dans les piscines. Et pourquoi ce serait aventureux? Parce qu'on sait bien qu'il n'y a aucun rapport causal. Et donc, l'idée, c'est que quand les corrélations permettent de prédire, et quand ces prédictions sont robustes, c'est parce qu'on sait qu'il y a un rapport causal derrière. Et l'idée, alors je ne sais pas si tu veux, là comme ça, je vais pouvoir faire la démonstration, c'est un petit peu compliqué comme ça, sans faire de phrase, mais en gros, l'idée, c'est que quand on a énormément de points de données, pas juste 2, mais énormément de points de données, donc énormément de dimensions qui décrivent nos objets, et il devient de plus en plus robuste de faire des prédictions
même si on n'a absolument aucune idée de la causalité, des rapports causaux qui existent. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi les corrélations souvent ne permettent pas de faire des prédictions? Parce qu'il y a des variables cachées, c'est-à-dire parce qu'on pense que, par exemple, on a une bonne corrélation entre, c'est un exemple imaginaire, hein, mais on a une bonne corrélation entre éducation et revenus à l'âge adulte. Alors on se dit, ah oui, c'est bien, et donc on va prendre d'autres individus, et puis on va avec leur degré d'éducation, on va se dire, on va prédire leur revenu à l'âge adulte, et puis il se trouve que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, il y avait une variable cachée qui était le revenu des parents, qui était elle-même corrélée au niveau d'éducation, mais qui avait un rôle sur le revenu à 30 ans, par exemple, qui avait un rôle causal sur le revenu à 30 ans, et on ne le voyait pas. Si maintenant on a énormément de données sur un très grand nombre de propriétés des individus, eh ben, on minimise le risque que des variables cachées déterminent en fait les objets des prédictions qu'on veut faire. C'est-à-dire, mettons, les prédictions qu'on veut faire, c'est la valeur d'une propriété pour un nouvel objet inconnu. Et donc, c'est l'idée qu'à la limite, si on avait un nombre infini de dimensions sur lesquelles on a des points de données, il n'y aurait plus de variables cachées du tout. Donc, si on en a un très grand nombre, on arrive proche de la limite et on va avoir des prédictions robustes sans appel à la causalité. Pas robustes toujours à chaque fois, mais enfin quand même pour ce qui est de la vie humaine, un nombre suffisant de fois. Et il me semble que c'est ce glissement épistémologique d'une science où on a besoin de savoir causal pour prédire un type d'intelligibilité où les données massives suffisent à assurer un degré extrêmement élevé de fiabilité de prédiction sans causalité, qui est au centre de qui permet ce que je vais appeler les sociétés du profilage. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, il y a d'autres dimensions. Alors, c'était la dimension épistémologique. Il y en a deux autres, enfin même trois autres, qui sont économiques, technologiques, et puis plus tard, j'en parlerai, politiques. Économiquement, il y a quelque chose qui était implicite dans ce que j'ai dit, hein, qui est la gratuité de la donnée. Hein. Et ça, c'est quelque chose, tout le monde connaît. Hein. Vous allez sur Google, Wikipédia est gratuit. Enfin, c'est quand même, si des gens comme moi qui ont fait une thèse il y a déjà quelques temps, et qui ont dû passer des heures à attendre des livres à la bibliothèque, des livres qui n'arrivaient jamais. Des fois, on ne pouvait juste même pas entrer dans la bibliothèque parce qu'il y avait trop de monde, qui allait au cinéma et qui devait attendre des années avant de voir un film. C'est quand même assez fascinant de savoir qu'on s'assoit et on peut avoir une intégrale, je sais pas, de films de Kaurismäki et puis ensuite télécharger à peu près tous les livres qu'on veut. Bon, donc il y a cette idée, il y a beaucoup d'aspects, mais il y a cette idée de gratuité de la donnée. Il y a un livre de Chris Anderson qui s'appelle Free, où il essaye d'expliquer comment donner les choses peut être un modèle économique viable. C'est viable, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas exactement complètement donné, mais cette idée de gratuité, elle est et en particulier, elle est fondamentale dans la manière dont l'Internet s'est construit à partir des années 70. Hein. Et par exemple, vous avez l'un des personnages qui a été pionnier qui a fait la transition en gros entre la culture hippie et la culture Internet, c'est Stuart Brand. Hein, et donc, il avait, je ne sais plus dans quel texte, il y a quelque chose qui était énormément cité, où il disait « Information must be free ». Hein, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans ce texte qui a été beaucoup cité, qui s'appelait la Déclaration d'indépendance du cyberspace, coécrite donc par Percy Barrow, qui était le chanteur des Grateful Dead. Alors évidemment, cette gratuité, elle ne va pas sans un coût caché. Et ce coût caché, il est à un premier niveau à ce qu'on appelle parfois, en tout cas ce que j'appelle l'envers de l'Internet, c'est-à-dire le fait que quand vous faites des recherches et naviguez sur Internet, vous donnez tout le temps des données, et ces données sont reprises à un niveau, par un très grand nombre de compagnies, hein, donc des data brokers ou des data aggregators, qui donc prennent les données, les agrègent, font un traitement statistique et les revendent à des compagnies qui, elles, vont vous vendre quelque chose. Ou bien à des compagnies qui veulent vous proposer des crédits, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est ce qu'on appelle les scores de crédit, hein, c'est-à-dire que
la quantité, par exemple, la quantité d'alcool que vous achetez sur Amazon, le nombre d'heures par jour où vous consommez des séries et les voyages que vous faites dans les endroits où il y a des casinos, tout ça peut être traité par des agrégateurs de données qui vont en déduire votre fiabilité pour rembourser des crédits. Dans mon exemple, elle est faible. Hein. Donc, ça, c'est un point très important. Alors, ça, Askiom, c'est un des plus gros data brokers. Ils ont 3000 points de données par personne. Ils ont, je ne sais plus, puis alors en plus, c'est plus à jour mon truc, mais c'est en tout cas la quantité de dimension de la vie des gens sur lesquels ils ont des données et la quantité de gens, ils ont je ne sais combien de dizaines ou de centaines de millions de gens sur lesquels ils ont ces données, c'est assez phénoménal. Alors, l'autre point, c'est technologiquement, c'est cette chose extrêmement simple en fait, qui sous-tend cette notion d'envers de l'Internet, c'est ce qu'on peut appeler la dualité entre chercher des informations et en donner. Hein, en fait, quand vous cherchez quelque chose, si vous cherchez une information, vous donnez une information sur le fait que quelqu'un cherche cette information. Et agrégé, ça fait que vous donnez une information sur le fait qu'il y a un certain groupe de personnes à un certain endroit, à un certain moment, qui s'intéressent à ça. Et cette information-là que vous donnez en cherchant l'information est assez fondamentale pour toutes ces compagnies de data brokers, data aggregators, etc. Et en particulier pour les plus grosses compagnies, en particulier Google, évidemment, qui enregistrent ça. Hein. Alors, ça permet des choses qui sont intéressantes, qui sont le fait qu'on peut, l'exemple que j'avais, c'est l'herpès de l'huître. Hein. C'est-à-dire que si vous suivez, ça a été fait, hein, les demandes herpès, vous savez, les huîtres ont l'herpès, j'ai appris, et c'est très mauvais l'herpès pour l'huître, encore pire que pour nous, parce que l'huître ne s'en sort pas, puis ça fout en l'air la récolte de l'ostréiculteur. Et donc, en fait, quand vous suivez avec Google en temps réel qui fait la requête herpès de l'huître sur Google, vous pouvez prévoir, reconstituer la trajectoire du virus de l'herpès de l'huître et prévoir la prochaine occurrence de l'herpès de l'huître. Donc, vous avez des choses comme ça simplement à partir du fait que vous donnez des informations quand vous en cherchez. Alors, avec la gastro, ça ne marche pas. Ils avaient essayé. Parce qu'en fait, le problème de la gastro, c'est que ce n'est pas un signal net. Parce que les gens, par exemple, ils vont dire sur Facebook « je vomis », mais évidemment, il y a 1 milliard de raisons de vomir, pas que la gastro, donc ça ne marche pas. On essaye aussi pour faire les hotspots, les lieux de la prévision des prochains lieux, foyers de crime, mais ça ne marche pas non plus. Il y a une question intéressante qui est de savoir pourquoi dans certains cas ça marche, pourquoi dans d'autres cas ça marche. Alors, Shoshana Zuboff a appelé Behavioral Surplus les informations que vous donnez quand vous allez sur Google chercher des trucs. Pas seulement le fait que, alors moi j'insiste sur le fait que vous donnez une information sur qui s'intéresse à telle information, mais aussi tout un tas de données sur vous. Et elle explique bien comment, après le crash de la bulle Nasdaq, là, donc des compagnies de la tech en 2008, Google, qui a passé quand même un sale quart d'heure financièrement, et a recruté Eric Schmidt et s'est dit on a trouvé un nouveau revenu, hein, qui est les informations que les gens donnent sur leur comportement, et ça, on va pouvoir le vendre. Et ça a été le moment où Google est devenu l'une des compagnies les plus rentables de l'histoire. Mais le point ici, c'est que toutes les données que vous donnez sur vous, par exemple en faisant des recherches, cumulées avec les autres données que vous avez, par exemple ce que vous avez acheté, ce que vous avez voulu réserver, etc. Et aussi les données que vous avez dans votre portable, puisque vous allez sur Internet dans votre portable, donc des données de type localisation, de type qui vous a appelé, quand, etc. Tout ça constitue une énorme information sur vous que j'appelle profil, qui va être un outil de prédiction. Alors, les données donc sont, il y a toute une ligne plutôt marxiste, hein, dans la littérature, qui conçoit l'extraction de données comme en gros l'équivalent de l'extraction de la plus-value dans un schéma marxiste. Hein. Et alors, donc l'idée que nos systèmes informatiques d'enregistrement de données sont des machines à transformer l'entièreté de l'expérience humaine en données, on appelle ça datification. Et ça met en évidence une chose très importante qui est comment on conçoit et comment on mesure la qualité des données. Donc, si c'est la question des métadonnées qui entrent en jeu, et effectivement, il y a tout un rôle très important, bon, j'en parle à peine, Sabina Leonelli en parle beaucoup dans son livre sur le Big Data Science, Data-Centric Biology, tout un rôle des métadonnées dans l'évaluation de la donnée.
la variété des données, elle se mesure aux métadonnées. Par exemple, en écologie, c'est quand les photos d'un animal ont été prises, par qui, est-ce que les endroits sont assez variés, est-ce que les moments de la journée sont assez variés, etc. Et plus c'est varié, plus c'est de la bonne qualité parce que ça va être une bonne donnée sur l'animal de l'espèce en question. Alors, bon, il y a un point, j'en parle à peine, mais il faut quand même le dire, c'est que les données ne sont pas données, parce que quand vous fournissez des données, il y a des data brokers qui agrègent vos données, etc. Mais aussi, il y a un autre coût invisible qui est, lui, complètement externe, qui est matériel. C'est le livre de Pitron, qui s'appelle L'enfer numérique, est impressionnant en termes de coûts des câbles transatlantiques qui font l'Internet, des data centers qui sont dans des endroits qui doivent être le plus froid possible, et des effets géopolitiques de tout ça. Donc, il y a tout un aspect économique et politique qui est crucial, j'en parle à peine. Alors, les profils, une fois que vous avez construit un profil, enfin, une fois qu'un profil est fait sur un individu, à partir donc des données qui ont été emmagasinées, et qui, encore une fois, peuvent être aussi bien sur Internet qu'ailleurs. Je sais pas, on peut construire des profils collectifs, c'est-à-dire par exemple, l'ensemble de tous les individus qui ont cherché l'herpès de l'huître. Et puis, donc ça fait un point. Et puis, à partir du moment où ils ont les points en commun, vous allez avoir un profil collectif des chercheurs d'herpès de l'huître. Et maintenant, si vous en prenez un seul, comparé avec le profil collectif, vous pouvez prédire un certain nombre de choses de lui, en fait. Donc, c'est précisément par le mécanisme de prédiction grâce à une multitude de corrélations saisies par les données massives que vous avez. Alors, donc l'idée, c'est que une fois que si un individu a fait N choix qui sont enregistrés dans Internet, vous pouvez prédire le N plus unième par comparaison de son profil avec un profil collectif auquel son profil est semblable. Hein, vous avez par exemple les algorithmes de collaborative filtering, qui sont des algorithmes qui travaillent en extrapolation des données d'un usage et objet pas encore observé à partir de l'information sur les préférences collectées, des préférences de tous les autres usagers. Hein, je cite un papier technique sur une variante une version de ce collaborative filtering, de ces collaborative filtering algorithms qui s'appelle collaborative ranking. Donc, à partir de là, le profilage permet le profil permet de prédire les usages comportementaux, même inconnus du sujet lui-même. C'est une chose qui est toujours parfois fascinante. Et ça requiert quand même un réquisite très important qui est l'interopérabilité des données. C'est-à-dire l'idée que toutes les données peuvent d'une certaine manière être comparées. Les métadonnées du téléphone, les données GPS, les données de recherche Google, etc. Autrement dit que la datification n'a pas vraiment de dehors. Hein. Il y a un exemple assez frappant qui est que quand vous cherchez vos origines sur 23andMe, vous faites donc vous donnez des données. En plus, ils vous donnent beaucoup de questions, vous devez remplir plein de questionnaires. Donc, vous donnez plein de données sur vous, vous donnez votre génome et eux, à la fin, ils vous disent vous venez de là et ils vous connectent avec Airbnb. Et donc, Airbnb récupère vos données et on vous dit, bah voilà, vous êtes, je sais pas, vous êtes d'ascendance norvégienne, il y a un merveilleux loft à Bergen, au-dessus des fjords, qui est superbe, bien évalué par les usagers, etc. Donc, vous avez communication des données d'un site de génomique et d'un site de location d'appartements. Alors, ces prédictions sont des prédictions qui ne sont pas comme on fait cognitivement des prédictions, apparemment en tout cas. C'est-à-dire que les prédictions marchent beaucoup comme marche la traduction automatique, c'est-à-dire une traduction qui ne fonctionne pas par application des règles de syntaxe et d'une sémantique, mais prédisent le prochain mot d'une phrase à partir d'une analyse donc, statistique de la fréquence à laquelle les mots sont environnés d'autres mots dans un immense ensemble de milliards de textes, en fait. Hein, donc, il y a une hétérogénéité à notre type de compréhension et de prédiction usuelle, où justement, généralement, on cherche des causalités. Il y a une hétérogénéité de ce type de prédiction. Alors, bon, je passe ça un peu vite. Mais c'est ce régime de prédiction généralisée qui, par exemple, permet les recommandations de tous les sites Amazon, Netflix,
Spotify pour la musique, ou bien les réseaux sociaux, qui c'est la prédiction du prochain post que vous allez voir sur Twitter ou sur Facebook. Et il y a un point quand même assez intéressant qui est que ces prédictions, encore une fois, sont pas transparentes. Hein. C'est la même chose qui s'est passée d'ailleurs avec le jeu de Go, c'est-à-dire que, comme vous savez, les grands maîtres de Go ont été battus il n'y a pas si longtemps que ça par les intelligences artificielles, alors que ça fait bien longtemps que Deep Blue avait battu Kasparov, ça fait presque 30 ans, parce que autant les contextes les contextes des mouvements au jeu d'échecs sont immenses, mais quand même pas infinis, autant au Go, une fois que vous avez fait un mouvement, l'arbre des possibilités de tout ce qui peut arriver après, donc, et pas infini, mais en tout cas d'un ordre de grandeur et de complexité bien supérieur à celui du jeu d'échecs. Et ce qui s'est passé, c'est que les intelligences artificielles ont battu les grands maîtres de Go, mais les gens qui jouent avec ces intelligences artificielles sont assez surpris du fait que les intelligences artificielles font des coups qu'un grand maître n'oserait pas. Comme si des coups auxquels on n'aurait pas pensé. Une sorte de fonctionnement complètement hétérogène qui est aussi dû au fait que ces intelligences artificielles ont joué des milliards de parties contre elles-mêmes, donc des parties qu'aucun maître n'avait jamais jouées. Alors, pourquoi je parle de profilage comme mode de socialité et régime de gouvernementalité et pourquoi je parle de profilage? En fait, je pense il me semble qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'une fois que le comportement de groupes d'individus sont prédits, c'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'ils vont aimer cette musique, on peut satisfaire l'individu. Hein. C'est-à-dire que les compagnies de musique vous disent avec Shazam, l'application qui reconnaît des musiques, d'une part, il faut que les musiques soient shazamées avant 10 secondes pour savoir qu'elles vont marcher. Et ensuite, on prend celles qui marchent et puis on fait une sorte de reverse engineering. On regarde qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces musiques qui marchent et qui sont shazamées par des gens qui ont plus ou moins le même profil. Et une fois qu'on a identifié les choses qu'elles ont en commun, et on n'a pas besoin d'identifier des choses que nous, humains, on peut reconnaître. C'est des algorithmes qui identifient des traits. On peut produire des musiques qui vont plaire. Vous avez des intelligences artificielles qui font de la musique, un Avia, vous en avez qui font des... Ça, c'est Surplus Intelligence. C'est un film qui a été fait par GPT-3 pour les dialogues et pour le script. Donc, si on fait un tout petit peu de science-fiction, on arrive à un moment où on peut tout à fait construire des films et des musiques à partir de prédictions qui ont été faites, à partir des profils et de ce qu'un certain profil collectif va aimer. Donc, d'où ma terminologie, hein. Il y a deux sens à profiler. Il y a le sens profiler, hein, comme dans les séries policières, c'est-à-dire qu'on devine le profil psychologique de l'individu, comportemental, et on sait qui va être sa prochaine victime et où. Donc ça, c'est un premier sens. Et puis, vous avez un second sens qui est le profilage aéronautique. Hein. On profile les pièces d'avion. Alors celui-là, j'en ai un peu parlé, mais je vais en parler dans 2 secondes. Donc, il y a identifier des individus et reconnaître leur routine de choix. C'est le profiling du profileur. Hein. Et puis, infléchir les choix des individus. Et là, ça engage un troisième glissement qui est plus politique, dont je n'ai pas encore parlé, qui est la question des architectures de choix, de ce qu'on appelle le nudge et le paternalisme soft et des biais cognitifs. Alors, tout le monde connaît, je pense, l'histoire de Cambridge Analytica, c'est-à-dire que quand il y a eu les élections du Brexit, Cambridge Analytica, qui était une start-up d'analyse du comportement et de techniques de persuasion, a récupéré chez Facebook des dizaines de millions de comptes et de données personnelles et a donc identifié des gens qui seraient susceptibles de voter pour le Brexit et ensuite les a, alors manipulés n'est pas le bon mot, je pense, mais en tout cas, a présenté à ces gens sur leur compte Facebook d'autres comptes Facebook qui présentaient des informations qui étaient susceptibles de les faire balancer du côté du Brexit. Ça a marché avec Trump aussi. Hein, donc, alors, c'est moins les fake news que ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est-à-dire les faux comptes. Hein, c'est le bouquin de Chaval-Arias a bien montré ça. Alors, mais de manière plus générale, et là, Cambridge Analytica, c'était une pathologie de la chose, mais c'est pas forcément une pathologie, c'est la même histoire, même quand c'est pas pathologique. On appelle nudge la petite poussée qu'on peut faire à quelqu'un pour changer son comportement
pour le mieux, et même dans le sens de ses propres désirs, disent les partisans de cette approche, alors même qu'on ne veut pas être violent et qu'on ne peut pas non plus convaincre l'individu, parce qu'il n'est pas accessible à la compréhension, il n'est pas assez rationnel. Et donc, typiquement, là, c'est cette... il y a un escalier, un ascenseur, on veut que les gens prennent l'escalier, c'est mieux pour eux. On pense qu'eux-mêmes pensent que c'est mieux pour eux, mais si on les laisse comme ça, ils prendront l'ascenseur. Donc, on éclaire l'escalier avec des LED et puis on met l'ascenseur de manière discrètement, etc. Et donc, l'architecture du choix, le choix qu'ils vont faire, bah, il ne tombe pas du ciel, il a une certaine architecture et l'architecture permet en fait l'architecture permet d'orienter leur comportement, d'une part, et d'autre part, et c'est ça qui m'intéresse aussi, ça s'adosse à une anthropologie dans laquelle les humains ne sont pas des agents rationnels comme en économie, mais sont des agents qui sont affectés par des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'ils font des erreurs systématiquement dans le même sens. Alors, il y en a qui sont humaines très générales, et puis il y en a qui sont propres à certains individus. C'est des biais cognitifs qui sont hérités. Alors, dans la doxa de cette anthropologie, il y a une place pour la psychologie évolutive, c'est-à-dire les biais cognitifs sont hérités du Pléistocène. Et le nudge agit sur les biais cognitifs. Et le lien, c'est que le nudge va agir sur les biais cognitifs individuels et les profils permettent de reconstruire les biais cognitifs. Donc, un petit peu les touches sur lesquelles le nudge va appuyer. Et ce qui se passe avec Cambridge Analytica, c'est qu'on sait que tel type de personne va avoir tel biais cognitif, par exemple un biais de conformisme extrêmement fort. Et donc, il suffira de l'entourer par des faux comptes qui votent pour tel truc pour que les individus votent pour tel truc. Alors, donc je pense qu'il y a dans cette affaire, donc le quatrième glissement qui me semble nous faire passer à ce que j'appelle le style de profilage, c'est cette idée que on peut agir sur les biais cognitifs des gens pour le mieux pour eux, pour le mieux pour l'environnement, par exemple. Alors là, c'est quelque chose qui est absolument massif en ce moment. Et ça s'inscrit à la fois dans une anthropologie et dans un projet politique qu'on appelle le néolibéralisme, dans lequel l'agent n'est pas tant un agent rationnel qui, dans un marché à concurrence libre et non faussée, choisit le meilleur et les choix agrégés vont arriver à un équilibre où tout le monde est plus ou moins satisfait. Mais c'est un agent pas complètement rationnel qui, laissé à lui-même, fait n'importe quoi. Et donc, il faut l'infléchir un petit peu. Et donc, les nudges servent à ça. Et grâce aux technologies de données massives et d'intelligence artificielle, on a une très bonne identification des biais des gens et une très bonne manière d'agir sur les biais des gens via ce qui se passe dans leurs environnements numériques, pas forcément numériques, mais c'est de ça que je parle. Par exemple, typiquement, les réglages par défaut des sites, il suffit de regarder, avec le RGPS, vous avez par exemple, on vous dit, vous voulez accepter tous les cookies ou refuser ou continuer sans accepter. Accepter tous les cookies, c'est en énorme en bleu. Continuer sans accepter, il faut lire le truc en détail parce que c'est un tout petit en haut à gauche. Ça, c'est typiquement une architecture de choix. À peu près tout le monde clique sur continuer, accepter, mais parce que le design de la chose est fait comme ça. Alors, je vais faire court la suite parce qu'en fait, j'ai pas. C'est bon, on a le temps. Bon, on a le temps. Bon. Alors, le troisième mot dans mon titre, hein, c'était optimiser, parce qu'effectivement, si je prends l'économie, la microéconomie classique, l'agent rationnel, qu'est-ce qu'il fait? Il maximise son utilité, il fait des choix optimaux. Donc, il y a toute une réflexion sur l'optimalité. En régime néolibéral, l'agent il n'est pas complètement rationnel, il n'optimise pas complètement. Donc, les architectures de choix, le nudge, sont là pour l'aider à optimiser. Et de manière générale, en fait, il y a quelque chose dans la façon typiquement dont, par exemple, les algorithmes de recommandation marchent, où l'idée, c'est de minimiser, en gros, d'optimiser l'expérience. Hein. Optimiser l'expérience client, c'est le truc qui revient tout le temps dans les sites sur la vente, le commerce, etc. Mais c'est optimiser, donc minimiser, par exemple, le risque d'expérience ratée, parce que c'est ce qui est supposé se passer avec Netflix, et minimiser le risque d'expérience sentimentale ou amoureuse ratée avec Tinder, minimiser le... Donc, c'est cette idée-là qu'il y a derrière.
Alors, bon, on peut, sous certains aspects ou dans certaines perspectives philosophiques, dire qu'il y a quelque chose qui se joue, qu'on perd en fait là, parce que l'idée même d'expérience, c'est que ça peut toujours rater. Enfin, c'est ça, faire une expérience. C'est qu'on sait pas. Donc, l'optimalité et l'expérience, c'est deux choses qui sont dans des univers assez différents en fait. Donc, il y a eu toute une discussion, je ne veux pas trop entrer là-dedans, mais effectivement, ça me semble assez clair, hein, sur certains d'entre vous ont peut-être lu The Coddling of the American Mind. Hein, bon, ça a été très, très discuté et même très critiqué, surtout dans un certain bord politique qui est le mien. Cette idée que les jeunes Américains, ils sont plus... voilà, ils ont peur de faire des nouvelles expériences, ils ont la trouille. Ça. Bon, je ne connais pas assez les États-Unis, je pense que c'est exagéré. Néanmoins, il y a quand même un lien entre l'idée qu'on est habitué dans des environnements basés sur des techniques digitales à des processus d'optimisation. Puis dans la réalité, il n'y a pas vraiment de... Enfin, je sais que la distinction réalité digitale et digitalité est un peu creuse, mais il y a peut-être quelque chose qui résiste à l'optimalité dans ce qu'il est convenu parfois d'appeler le réel. Alors, les trois aspects sur lesquels je veux revenir maintenant. Le premier, c'est, mais oui, mais ces prédictions, justement, ces prédictions des profils, est-ce qu'elles marchent? Et je pense que la question ici n'est pas la bonne. Je pense que épistémologiquement, là, on entre dans quelque chose d'assez différent, qui est que, en fait, les prédictions sont... alors, vous allez me dire, oui, parfois, Netflix vous présente un truc, puis ça ne me plaît pas, évidemment. Hein. Alors, la réponse, c'est oui, mais laissez l'algorithme marcher très longtemps. En fait, si ça ne vous plaît pas, vous allez donner de nouveaux... vous allez regarder 1 minute de film, ça donne une donnée supplémentaire à l'algorithme qui va faire de mieux en mieux, en fait. Donc, à la fin, à l'horizon, ça va être que des films qui vous plaisent. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est que les prédictions, en un certain sens, si vous pensez au sens de profiler, comme profiler une pièce d'aéronautique, ne sont pas testables parce qu'elles infléchissent l'agent. Il y a un très bon exemple qui est, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, les algorithmes de reconnaissance des homosexuels, ce qui est un truc assez fou quand on y pense. C'est un chercheur à Stanford qui s'appelle Kozinski qui avait sorti ça. C'est un article qui a été énormément critiqué. Et Kozinski disait, oui, en fait, bon, on détecte parfois les gens qui sont homosexuels, il y a des clues, il y a des indices implicites, mais si on nourrit une intelligence artificielle avec des millions d'images de gens en leur disant lui, il est hétéro, lui, il est homo, l'intelligence artificielle va finir par reconnaître les homosexuels exactement comme elle reconnaît les chats, sur le même principe. Et d'un côté, les critiques ont beau jeu de dire, ils ont complètement raison, oui, mais c'est quoi, qu'est-ce que vous entendez par un trait homosexuel? Comment vous renseignez la machine? Et effectivement, l'article était terrifiant avec les clichés sur les sourcils féminins des homosexuels, les expressions comme ci, comme ça, etc. Enfin bon, c'était bien que c'était plein de biais. Inversement, on peut se dire, oui, mais ces algorithmes, ils vont avoir un effet sur les gens forcément, parce qu'il y a des gens qui vont les utiliser. Ces gens qui vont les utiliser, il y a de fortes chances qu'ils ne sont pas très, très sympas avec les homosexuels. Les homosexuels, ils vont être au courant, ils vont adapter leur comportement, ils vont essayer d'éviter toutes les choses qu'ils seraient classées. Donc, il va y avoir un effet qui serait classé comme homosexuel par les intelligences artificielles, il va y avoir un énorme effet sur la réalité, qui fait que ce n'est pas du tout une prédiction qui, comme par exemple, on dit, voilà, en astronomie, on prédit que Mercure sera à tel endroit, soit il y est, soit il n'y est pas. Non, non. Là, c'est une prédiction qui a un effet de réel énorme. Et je pense que ces prédictions dont je parle sont des prédictions avec des effets de réel, et donc elles ne sont pas testables comme serait testable une hypothèse sur le réel. Hein, c'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des effets de réel, et ces effets peuvent être massifs. Et c'est ça qui va remplacer ce qui généralement régit épistémologiquement, ce qui régit classiquement les prédictions, c'est-à-dire la norme du vrai. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? La prédiction pas vraie ayant des conséquences sur l'adoption ou pas de l'hypothèse qui sous-tend la prédiction. Alors, donc, il me semble que si on pense que les choses se passent comme ça, dans ce que j'appelle ces régimes de profilage, hein, il y a une épistémologie assez particulière
dans laquelle la norme du vrai est suspendue. Alors, il y a un signe assez simple, hein, qui est que ce qu'on trouve sur Internet, ce n'est pas des messages maintenant, ce n'est même pas des informations, c'est des contenus. C'est le mot qui revient tout le temps, tout le temps. Et un contenu, c'est ni vrai ni faux, en fait. Il y a des gens, ils sont créateurs de contenu. Ils ne sont pas créateurs d'informations. Une information, on lui demande d'être vraie. On peut critiquer une information si elle est fausse. Un contenu, il est intrinsèquement neutre épistémologiquement. Il y a une autre chose sur laquelle j'avais déjà un peu écrit et qui me frappe beaucoup, c'est les tags. Hein. Les tags, quand vous classez les contenus, justement, il y a des tags précédés d'un hashtag. Et le tag, évidemment, il est neutre. Il est ni vrai ni faux. La seule chose qui peut être vraie ou fausse, c'est une phrase. A est B. Mais A tout seul, c'est ni vrai ni faux. Et c'est les tags qui vous permettent d'une part de faire des recherches. Les recherches Google, ça se fait avec des choses ça se fait avec une accumulation de tags très souvent. Et les recherches de contenu sur les réseaux sociaux, pareil, ça se fait avec une accumulation de tags. Donc il y a une sorte d'étanché ou d'indifférence. Et c'est pas, je ne dis pas ça de manière critique, etc. Je ne suis pas en train de dire l'Internet, c'est les fake news, c'était mieux avant et tout ça. Hein. C'est vraiment un type d'épistémologie dans laquelle le vrai n'est pas une norme et dans laquelle, typiquement, on peut construire des choses de manière parataxique. La parataxe, hein, je sais pas, orthodoxe, chrétien, ukrainien, blé. Ça, c'est une parataxe. Et comme tu dis, celle qui est très importante en ce moment, c'est femme, vie, liberté. C'est une parataxe. Il y a pas on accumule des noms, des substantifs, et il n'y a pas de verbe qui les lie. Alors, la parataxe, elle ne peut pas être fausse, elle ne peut pas être vraie non plus, puisqu'elle n'est pas une affirmation sur le monde. Et je pense que c'est ce régime de signification-là qui est en jeu ici. Et ça va avec quelque chose qui a été pas mal dit, mais sur lesquels j'ai essayé un peu de réfléchir, c'est l'absence d'éditeur. À partir des contenus en ligne, non pas d'éditeur au double sens, c'est-à-dire de filtre, hein, puisque l'éditeur, vous envoyez un article à un journal scientifique, il filtre, et aussi d'affichage. C'est-à-dire qu'un journal scientifique, par exemple, si vous êtes dans un domaine, vous savez que tel journal, il est plutôt fiable, tel journal, c'est moins fiable, ou d'ailleurs complètement bidon, on appelle ça une revue prédatrice. Et si vous prenez les journaux ordinaires, vous savez très bien que si vous achetez Valeurs Actuelles, vous n'aurez pas la même chose que dans Mediapart dedans. L'éditeur fait signe d'affichage et vous avez beaucoup moins ça dans ce qu'on appelle l'univers des contenus que vous trouvez sur Internet. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'éditeur. Et ça a des effets sur, alors, en particulier, une chose très importante qui est la déférence, c'est-à-dire le fait que mon savoir s'appuie sur des savoirs dont je n'ai pas le moyen de vérifier la véracité, mais dont je sais qu'ils sont fiables parce que j'ai appris ça. Typiquement, hein, quand vous apprenez les sciences, vous apprenez aussi c'est quoi la déférence légitime. Vous apprenez que si vous faites de la physique, vous pouvez vous fier à certaines mathématiques. Puis il y a d'autres choses, non. Et donc là, voilà, donc là, ce qui est en jeu, c'est la structure même de la déférence dans cette affaire. C'est pour ça que je parle d'un type d'épistémologie un petit peu différent. La deuxième chose, c'est quand je parle de mode de socialité, c'est que je pense que vous avez des socialisations qui se font. Hein. Bon, alors il y a plein de gens qui étudient ça, mais de mon point de vue, c'est en rapport avec ces affaires épistémologiques. C'est-à-dire, typiquement, à partir du moment où vous avez plein de contenus, vous allez avoir des curateurs. C'est quelque chose qui est très, très profond dans l'art contemporain, en fait. Mais c'est-à-dire que vous avez besoin de gens, puisque les contenus sont innombrables, donc vous avez besoin de gens qui ne sont pas exactement des filtres en disant ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est vrai, ça, c'est pas bien, mais qui vous présentent des choses en disant, voilà, on aime bien ça. Et donc, ça va un peu avoir un effet de création de communauté. Ah oui, nous, on est les gens qui aiment bien ça. Et donc, vous avez des nouveaux types d'agrégateurs de communauté, hein, les curateurs, les influenceurs, j'en parle pas parce qu'on en a parlé plein de fois. Et, voilà. Et vous avez aussi une manière de produire des communautés qui est permise par l'effet longue traîne. Hein. C'est quelque chose qui a été analysé depuis longtemps par, je crois que c'était Anderson aussi d'ailleurs. C'est l'idée que dans un marché ordinaire, typiquement pour les biens, vous allez avoir une distribution de type Pareto, donc à peu près tout le monde va acheter Taylor Swift. Il y a un peu des gens qui vont acheter du rap, du rap type très politisé.
et très, très, très peu de gens, ou presque personne, qui vont acheter du métal symphonique, du grindcore basque. Et à partir du moment où vous avez des ventes effectivement sur Internet, c'est des choses qui vont pouvoir exister, qui sont extrêmement minoritaires, mais qui vont pouvoir exister. Et à partir de là, vous allez avoir des communautés qui vont pouvoir se concrétiser, qui sont par exemple les amateurs de grindcore basque ou des choses comme ça, qui n'auraient pas existé sinon. Et le troisième point qui va avec ce type de socialité, c'est l'effet, en fait, c'est toujours le rôle des tags qui sont aussi des affichages, en fait. C'est-à-dire qu'ils jouent le rôle de, typiquement les hashtags sur les réseaux sociaux, hein, qui jouent le rôle de signe de ralliement pour un ensemble de gens qui vont partager quelque chose. Hein, typiquement, pendant le Covid, les hashtags chloroquine, Raoult étaient des signes de ralliement. Ils n'avaient pas une affirmation sur le monde, ils étaient une manière de se regrouper. Vous avez des gens qui masquaient d'ailleurs dans leurs fils sociaux un certain nombre de hashtags et c'était exactement le même chose en inversé. C'est refuser le ralliement. Alors, je vais terminer bientôt. J'avais deux autres points. Je disais, ce qui se passe aussi avec ces sociétés du profilage qui sont un type de socialité et de gouvernementalité, c'est une expérience du temps finalement assez spécifique. Enfin, j'en vois plusieurs. Il y a une chose qui est remarquable, c'est l'usage des scores de crédit. Parce que les scores de crédit, c'est donc à partir du moment où vous avez un profil, ce profil donc, que vous ne connaissez pas, hein, ce profil peut être donné lieu par évaluation statistique à un score de crédit qui évalue votre capacité à rembourser un crédit, donc ce qu'on peut vous prêter. Et évidemment, ce qu'on peut vous prêter, les crédits, ça a à voir avec l'avenir. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut rien vous prêter, votre avenir est plus faible que si on peut vous prêter énormément. Et donc, on voit ici comment les profils, via donc, le score, hein, ont un effet de modulation du futur. Et ce type de temporalité est extrêmement visible si on prend le système chinois, hein, qui est maintenant assez connu. L'image vient d'un article très, très documenté du New York Times en avril, je crois, sur le système de crédit social en Chine, où effectivement, les gens, toutes les informations sont agrégées, comment vous êtes comporté dans votre Uber, si vous payez les choses à temps, si vos enfants vont bien à l'école, si la cantine est payée, si vous avez consulté des sites Internet qui disent des choses pas sympas pour le gouvernement. Tout ça est agrégé en un crédit social, et le crédit social, il module vos capacités à faire plein de choses. Déjà, à prendre un billet d'avion ou de train, à sortir de votre ville, à acheter des choses, à communiquer avec des gens, éventuellement un exemple frappant, c'était les officiels disaient, alors si quelqu'un a posté des choses pas sympas sur le gouvernement, vu qu'on a en plus un système de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale extrêmement perfectionné, si ce gars s'approche un peu d'un bâtiment officiel, on peut l'arrêter tout de suite et le virer. Parce qu'on peut prédire qu'il va faire quelque chose d'interdit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crédit social. Le crédit social a donc un effet de modulation ou même de contrainte sur l'horizon temporel des individus, spatial et temporel. C'est assez flagrant. Et donc, il me semble qu'on peut attribuer une sorte de nouvelle d'expérience de la temporalité assez différente, à ce que j'appelle le régime du profilage. L'autre aspect de cette second type de temporalité, mettons, qui est permis par ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on regarde les réseaux sociaux et donc sur le téléphone. Hein. Donc, il y a des artistes qui ont fait ça, ils ont pris le Facebook et puis vous déroulez, c'est infini. C'est quelque chose le scrolling est infini sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas naturel, hein. C'est-à-dire que ça a été inventé, je ne sais plus le nom de l'ingénieur qui avait fait ça, d'ailleurs il s'en mord les doigts maintenant. Avant, il fallait changer de page. Maintenant, il y a juste à dérouler. Donc, encore une fois, c'est architecture de choix. Hein. Là, c'est plus difficile de sortir du réseau social pour aller sur un autre réseau social ou pour faire autre chose. Parce que vous êtes bloqué dessus. D'abord, parce qu'il n'y a pas à tourner la page. Parce que si vous tournez la page, vous avez le choix entre tourner la page ou ne pas tourner et faire autre chose. Là, vous ne tournez pas la page, vous n'appuyez pas sur Next. Et ensuite, les contenus sont effectivement répartis de manière aléatoire, mais pas aléatoire n'importe comment. C'est-à-dire que ça a été beaucoup développé aussi
les contenus sont répartis selon des algorithmes qui ont beaucoup de choses en commun avec les machines à sous. Ça, c'est un bouquin de comment elle s'appelle, Caroline Schull ou Katharina Schull, Addiction by Design, et c'était un bouquin qui étudiait les logiques du gambling à Las Vegas, la manière dont tout est construit pour que la personne soit addictive au jeu. Alors, effectivement, il y a quelque chose comme ça qui se passe avec les réseaux sociaux, mais dans mon propos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un futur, vous avez une sorte de disruption du futur au sens très précis où, alors, s'il y a des phénoménologues ici, ils sont peut-être familiers, il y a un texte très célèbre, les leçons sur la conscience intime du temps de Husserl, et il distingue, il dit, bon, il y a le présent, le futur, le passé, ça d'accord, mais surtout, il fait une différence entre le futur immédiat, et en fait, le présent, le futur immédiat et le passé immédiat, ce qu'on peut juste garder dans la mémoire, sont liés, et il distingue ça du futur lointain et du passé lointain. Et c'est l'originalité de son analyse. Hein. Et en fait, ce qui me frappe là-dedans, c'est que ce qui se passe avec les flux de scrolling infini, hein, les flux de contenu sur les réseaux sociaux et les manières dont ils sont agencés, c'est qu'on est tout le temps dans un futur immédiat. En fait, le futur lointain semble éclipsé par ça. Voilà. Et le troisième point qui est très étrange quand on y pense, c'est le contraste total entre cet aspect de futur lointain qui est éclipsé et l'idée que le passé lointain est, lui, ineffaçable. Ça a été dit 10 000 fois. Un post sur Facebook il y a 15 ans, il sera là pour toujours, etc. Donc, cette idée de mémoire, exactement comme dans un ordinateur, de mémoire morte, qui n'est pas forcément transparente à l'agent et qui contraste avec l'éclipse du futur lointain et la captivité est un bien grand mot, mais bon, l'adhérence au futur immédiat. Alors, je veux juste ramasser un peu ce que je disais, hein. Donc j'ai mis ici des phrases, mais je pense que si je reviens sur cette tripartition entre surveillance, contrôle, profilage, hein, le contrôle comme le profilage, donc le contrôle au sens de Gilles Deleuze qui parlait de contrôle au sens où, par exemple, un prisonnier a un bracelet électronique, c'est ça le contrôle. Le contrôle comme le profilage individualise, mais le contrôle joue sur l'ici et maintenant, alors que le profilage joue sur le futur, il prédit. Hein. Le contrôle, c'est l'héritier de la discipline, il suit les comportements des gens, il monitore les comportements des gens. Le profilage porte sur les croyances et les préférences, donc c'est autre chose. Et le profilage, en même temps, hérite de ce qui était l'idéal régulateur de la discipline, hein, c'est-à-dire l'optimisation de la productivité. La discipline, au sens de Foucault, c'est comment faire qu'une usine produise beaucoup, comment faire qu'une armée soit performante, comment faire que les gamins à l'école retiennent le plus de choses, etc. Et en même temps, le profilage, à la différence du contrôle, est dans la lignée de la discipline. Et ça c'est quelque chose que sur lequel j'ai insisté à la fin, fait naître de nouveaux sujets et de nouveaux types de communautés ou de groupes avec des nouveaux agencements de ce que c'est que le groupe avec les personnages comme l'influenceur, le curateur, voilà. Alors, je termine. Il y a effectivement tout un tas d'enjeux qui me semblent. Alors, certains ont été dits par plein de gens. Mais je souscris, et c'est en particulier l'idée que les algorithmes des grands groupes devraient parfois être considérés comme des biens communs parce que en fait, ça affecte de la même manière que l'air qu'on respire, ça affecte la vie des gens. Et puis, ces analyses elles-mêmes sont à la fois, me semble-t-il, ont à voir avec la critique du néolibéralisme. À la fois, je pense que la question n'est pas du tout de dire, parce que franchement, on le sait, que le néolibéralisme, ça a des effets négatifs, etc. C'est d'essayer de comprendre comment il y a une connexion entre une certaine anthropologie, une certaine pensée politique et des glissements de type épistémique et technologique, parce que je ne vois pas trop comment, sinon, on peut essayer soit de corriger certaines choses, soit de formuler un horizon qui soit un peu différent. Voilà, j'arrête là. Et puis, merci beaucoup, Philippe. Je crois qu'on va avoir des questions. Et puis, je crois que ton travail est vraiment très, très original par rapport, je vais essayer de mettre l'écran pour qu'on nous voit tous les deux, par rapport à
à d'autres travaux que tu as énumérés d'ailleurs au début sur la question des sociétés de contrôle, puisque en fait, la notion de profilage te permet de faire la jonction entre la question de l'épistémologie de la donnée, des usages des données, de la statistique et la question de la surveillance concrète. Alors moi, j'ai beaucoup de questions qui tiennent à la question la spécificité de l'IA par rapport au modèle statistique et par rapport à la jonction avec les sciences cognitives notamment. Mais peut-être, je ne vais pas commencer par me donner la parole et on va commencer par la donner à la première personne qui a levé la main. Je vous invite à utiliser cet outil absolument formidable de régulation de la parole. Je ne sais pas si c'est un outil déjà de contrôle et de normage de la relation intellectuelle par Zoom, mais en tout cas d'utiliser donc cette main levée. Et donc, Paul Zakir va peut-être commencer par une question, une remarque. Oui, bonjour, bonsoir. Je me présente, je suis professeur de littérature comparée à New York et je travaille surtout sur des questions qui touchent à l'intelligence, mais au début du siècle, le XXe siècle en France. Alors, j'ai trouvé votre présentation absolument fascinante. J'ai plusieurs questions, beaucoup de questions, mais je vais me limiter à peut-être deux. Alors, comme vous avez travaillé aussi en biologie, en épistémologie de la biologie, ma question, ce serait par rapport aux travaux de Catherine Malabou sur l'épigénèse. Et est-ce que vous croyez que il y a du côté de cette notion de plasticité ou d'introduire la possibilité d'erreur dans des systèmes automatisés? Est-ce qu'il y a une possibilité de sortie des impasses que vous décrivez? La deuxième question, c'est un peu différent, c'est par rapport à tout ce que vous avez dit sur les choix qu'on fait en matière esthétique ou de consommation. Et en fait, c'est une question plus par rapport au jugement esthétique, par rapport à Kant et peut-être éventuellement Bourdieu. La question, c'est est-ce que le goût, est-ce que la catégorie du goût, est-ce que ça continue d'exercer le moindre importance de domination ou de distinction, ou est-ce que tout ça est caduque? Et juste dernièrement, mais ça c'est purement anecdotique, pourquoi on s'enregistre, étant donné tout ce que vous avez dit? Merci. Alors, répondre à la troisième question, moi, j'ai pas je pense qu'à partir du moment où on accepte de faire une séance, etc., j'ai pas vraiment d'objection. Je crois que j'ai eu une amie, Barbara Stigler, pour ne pas la nommer, qui, elle, refuse par principe de faire des choses sur Zoom. Bon, moi, je ne dis pas que je suis très fan de Zoom, mais je pense que si je fais une petite analyse coût-bénéfice, le bénéfice de vous parler, de participer aux réunions, etc., l'emporte. Sur les deux autres questions, alors, pour ce qui est de la plasticité et de l'épigénétique, bon, c'est effectivement des catégories complexe. Sur la plasticité, je me permets de vous inviter, de vous renvoyer au travail d'Antonine Nicoglou, qui est une chercheuse exceptionnelle, que j'ai eu la chance de diriger en thèse, qui, avec un peu de chance, va bientôt publier en anglais, donc un travail issu de sa thèse, mais qui a déjà publié beaucoup d'articles sur cette notion de plasticité phénotypique qui n'est pas simple et qui mélange à la fois un aspect de créativité et un aspect d'adaptation aux environnements distincts. Je pense que je réfléchis un petit peu en vous parlant, mais je crois que du point de vue biologique, l'épigénèse, bon, il y a cette historique, il y a cette opposition historique entre le préformisme, les gens qui pensent que c'est quoi un organisme qui se développe, c'est simplement le dépliage d'un truc très, très plié à l'origine, exactement pour ceux qui connaissent ou qui ont des enfants, comme vous avez fait dans les musées d'histoire naturelle, une petite gélule avec un dinosaure dedans, vous mettez la gélule dans l'eau et le dinosaure se déplie, ça s'appelle le préformisme. Et l'épigénèse, c'est les gens qui pensent que le développement d'un organisme, c'est le résultat d'un ensemble d'interactions physico-chimiques régulières de la graine avec son environnement.
Et c'est une controverse ou un clivage qui traverse l'histoire des théories du développement. Et il y a de très bons arguments pour dire que la notion même de programme génétique, en fait, est complètement préformiste. Et récemment, on fait appel à l'épigénétique pour dire ce qu'on appelle l'épigénétique au sens contemporain, c'est-à-dire tout ce qui concerne la régulation de l'expression du génome. On pense à cette épigénétique pour faire contrepoids à la dimension préformiste de la notion même de programme génétique. Alors, quel rapport avec l'informatique? Il me semble qu'il y a des parentés très fortes entre la génomique, enfin, la génétique, l'idée de programme, et puis un certain type de sciences cognitives, ce qu'on appelle le cognitivisme, hein, l'idée que le cerveau raisonne comme, c'est comme l'application d'un programme, hein, Fodor, le mentaliste, tout ça, il y a toute une tradition. Et de l'autre côté, les connexionnistes, qui sont des gens qui sont plus proches de l'épigénèse, en fait. Alors, en quoi ça... Donc, où est-ce que je veux en venir là? Je veux en venir à une chose très simple, qui me semble que du côté de tout ce qui est deep learning, alors je ne suis pas du tout un expert, peut-être que je dis des bêtises, mais on s'éloigne du modèle préformiste de l'application de règles. Parce que le préformisme, c'est un mot au sens le plus large, c'est l'idée qu'il y a des règles initiales qu'on applique. Les gènes, c'est des règles pour construire un organisme. Le programme, au sens des cognitivistes classiques, c'est des règles pour produire des bons raisonnements et de la vérité. Et je pense que ce qui se passe avec le deep learning, par exemple, vous avez ces programmes, vous avez des règles minimales et puis après ils vont apprendre tout seuls à jouer au Go en jouant des milliards de parties. Ça ressemble effectivement beaucoup à l'épigénèse. Ça implique effectivement que l'erreur est toujours là, mais le processus, en quelque sorte, bénéficie de l'intériorisation de l'erreur, il se corrige lui-même. Alors que l'idée de programme, c'est l'idée qu'on ne fait pas d'erreur, et si on fait une erreur, il faut revoir la programmation. Mais l'erreur est en quelque sorte exogène au bon fonctionnement. Dans les trucs du genre, typiquement les Generative Adversarial Network, vous avez deux en fait, réseaux de neurones qui jouent entre guillemets l'un contre l'autre. Bah, l'erreur que fait le premier, par exemple, il dessine des chats, et puis là, au bout du 15e coup, il dessine un truc qui ressemble à une bagnole. C'est une erreur, mais ça fait partie du processus par lequel le double réseau de neurones va finir par produire des images quasiment tout le temps très correctes de chats. Hein. C'est ce type d'intelligence artificielle-là, sauf si je dis des bêtises, on peut me corriger. Hein. Non, c'est très juste. Mais c'est ce type d'intelligence artificielle-là qui fait, par exemple, alors qui fait le Go, mais qui fait aussi typiquement ce que je vous ai montré au début, là, les fausses photographies de gens. Hein. Donc, ce n'est pas des programmes programmés pour, par exemple, dessiner des photos de gens. Voilà, donc je pense qu'il y a cette idée d'intériorisation de l'erreur qui me semble aller vers une sorte de paradigme assez différent du paradigme préformiste des cognitivistes et d'une certaine conception de l'intelligence artificielle. Voilà. Et il y avait une deuxième question. L'accent du goût. Alors là, c'est plus compliqué, mais je pense que ma réponse, elle va être... je pense que la première chose qui me vient, c'est il y a trois choses qui me viennent. En fait, la première, c'est les intelligences artificielles qui font des tableaux. Hein. Il y a this artwork doesn't exist. Il y a un site comme ça. Puis vous faites des Mondrian, des Pollock, c'est assez fascinant en fait. Et la transfert de style. Hein. Ouais, c'est ça. Et moi, la question que ça me pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon Mondrian, en fait? Il y a des cognitivistes qui avaient fait ça, en fait. Ils font des faux Mondrians et ils montrent aux gens. C'est-à-dire qu'ils déplacent, par exemple, le carré rouge un peu à gauche, un peu à droite. Et en général, les gens préfèrent le vrai Mondrian. Et il y a quelque chose là alors c'est un argument pour dire, en fait, le goût est une espèce de structure cognitive et Mondrian a capté ça. Et c'est pour ça qu'il fait les choses qui plaisent aux gens. Par contre, si on place les barres et les carrés n'importe comment, ça ne va pas plaire aux gens. Bon, après, c'est une interprétation de ces expériences. Hein. Moi, je ne fais que la relater. Mais
La deuxième chose, et un peu pour mieux vous répondre, je pense que ça a à voir avec, et si vous citiez Bourdieu, donc le goût qui est un outil de distinction aussi, je pense que la question se pose si on accepte cette idée que vous avez des communautés qui sont générées par un certain type d'usage, en fait, qui sont générées en réponse à un certain type de profilage et qui en même temps réagissent à ce profilage et essayent par exemple de faire quelque chose d'autre. Ça fonctionne comme les looping kind de hacking. C'est-à-dire que vous avez des psychiatres qui vont dire ces gens sont schizophrènes. Les gens eux-mêmes, ils vont faire un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas fait avant à cause du label schizophrène et ça va les déplacer par rapport au label. Je pense qu'il y a des communautés qui se créent sur des réseaux sociaux ou ailleurs qui, les gens sont rassemblés. Typiquement, 23andMe, ça crée des communautés, simplement avec soi-disant les génomes. Mais après, les gens en font autre chose de ces communautés. Si on pense que le goût est un marqueur de communauté, on doit pouvoir aborder votre question de ce côté-là. Voilà. Mais est-ce que cette question esthétique, elle n'est pas l'exemple même d'une limite de ces outils de profilage qui suppose en fait un individu qui resterait constant et qui ne produise du futur qu'à partir du passé, en fait, en diminuant effectivement toute prise de risque et si tout apport de nouveauté. Enfin, moi, je pense par exemple aux outils qui sont produits pour imaginer des best-sellers futurs ou des textes futurs. En réalité, il est extrêmement difficile de savoir quel est le goût, quel va être l'engouement, par exemple, d'un film, parce qu'en fait, on va rechercher quelque chose, une expérience qui va être soit conforme à ce que tu disais, le caractère suboptimal de l'expérience humaine, qui ne cherche pas à optimiser son désir, soit au fait que le désir est une chose extrêmement variable, en fait, comme un ensemble de comportements, comme un ensemble de votes politiques. Et est-ce que ce n'est pas une limite de la prédiction? Quelque part, Kant disait que un homme, ça se prédisait pas comme les comportements humains ne se prédisaient pas comme des éclipses. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relève d'une inscription dans une expérience incarnée, sensitive, sensible, mais en tout cas des éléments qui tiennent à une attirance pour ce qui n'est justement pas attendu, pas prédit par le passé? Alors, d'un côté, je pense, d'un autre côté, comment dire, il y a un point assez important, c'est que le profilage opère pas avec nos catégories, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est des catégories qui ne sont pas du tout transparentes à nous-mêmes, si on veut prendre un terme d'épistémologue. C'est-à-dire que typiquement, si on demandait à un algorithme d'amélioration de musique, qu'est-ce qui plaît, quels sont les traits qui plaisent dans telle chanson, ça donnerait peut-être des choses qui ne nous viendraient même pas à l'idée. Même des choses, des textures de son qu'on ne reconnaît même pas, notre esthétique, en quelque sorte, ordinaire, classique, elle va dire, voilà, il y a par exemple, il y a les notes, il y a les sons, les sonorités, le timbre des instruments, et puis l'harmonie, et puis la rythmique, et puis la mélodie. Bon, ça, c'est nos catégories. Il n'y a pas de ça pour les intelligences artificielles. Il y a l'ensemble du morceau, et puis à partir du moment où il y a une certaine quantité de morceaux qui plaisent, qui ont à la fois une sonorité de timbale, un do et un petit morceau de rythme de bossa nova, ça, c'est un caractère du morceau. Donc ça, c'est ce truc. Donc il y a une certaine espèce d'hétérogénéité entre notre propre appréhension esthétique et les catégories par lesquelles on la comprend, même naïve, hein, ce n'est pas des catégories de musicologue que je vous dis, hein, c'est des trucs ordinaires, et puis la manière dont les morceaux sont appréhendés par l'intelligence artificielle. Le pari des majors de musique, c'est que ces catégories qui ne sont pas transparentes du tout permettent de faire des prédictions qui marchent à tous les coups. Et en fait, c'est... Est-ce que pour autant, ça sera capable de créer une musique nouvelle, tu vois, qui plaira? Et est-ce que la musique qui plaira, la musique nouvelle qui va plaire, n'est justement pas celle qui va être prédite par les goûts antérieurs? Tu vois, c'est cette question parce que, tu vois, typiquement, lorsqu'on utilise des outils, des types de text-to-image ou de création textuelle, il y a ce paramètre qui est la température, qui est le degré d'aléa qu'on introduit dans le système. Ouais. On est obligé d'introduire de l'aléa dans le système pour pas qu'il reproduise du même et qui ait un effet de surprise qui soit désirable. S'il n'y a pas de surprise, il n'y a plus de désir. Mais en fait, ce que ça m'évoque, ce n'est pas vraiment une réponse, mais c'est les random, les générateurs de nombres aléatoires, en fait.
qui ne sont pas des vrais nombres aléatoires. On n'arrive pas à faire avec de l'informatique. Là, c'est pareil, en fait, la fonction aléa, c'est pareil. Est-ce qu'il n'y a pas une limite qui est qu'en fait, on ne fait pas du, entre guillemets, vrai aléatoire avec l'informatique? Je ne sais pas, hein, c'est aux limites quand même de ma compétence quand je dis ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose, en fait, dans ce que tu dis, et je suis vraiment d'accord avec l'idée que cette fonction aléa, c'est vraiment l'idée, à la fois l'idée que l'outil est super puissant, on va même arriver à faire des choses complètement inattendues, et un aveu du fait qu'en fait, non, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est un ersatz d'inattendu, quoi. En fait, c'est juste qu'on balance, justement, c'est un générateur de nombres aléatoires qui va changer 3 octets dans une ligne de code, quoi. Ou 27 pixels. Ouais. D'autres questions? Levez la main ou ouvrez votre caméra pour qu'on puisse vous identifier. Moi, j'avais une autre question, et effectivement, il commence à faire tard, hein, mais concernant la spécificité, justement, par rapport à ces algorithmes, typiquement, effectivement, tu citais les modèles de régression, les modèles statistiques, la spécificité des outils qui sont fondés sur le deep learning. Est-ce que toi, tu vois une spécificité? Est-ce que le caractère non explicable, tu vois, parce que le nombre d'opérations computationnelles est trop grand pour être maîtrisé, te semble une rupture? Est-ce que tu fais, autrement dit, pour dire les choses autrement, est-ce que tu fais une place spécifique aux algorithmes utilisant l'IA dans ta réflexion sur le profilage? Oui, enfin, en fait, je pense que la différence, c'est, et comme on est dans le quantitatif, on a toujours du vague et des seuils vagues, quoi. Mais c'est la grande dimensionnalité de l'espace des données. À partir de là, il peut y avoir des outils informatiques qui sont plus adaptés pour exploiter en fait ces hyperespaces de données que des outils statistiques ordinaires. Et je pense qu'effectivement, alors moi, c'est pas en plus pas ma compétence première, hein, mais effectivement, l'existence même de ces hyperespaces de données a induit dans la réflexion des statisticiens à la fois tout un tas de développements massifs, l'exploitation de vieux théorèmes qui étaient un peu moins, enfin dont on se rend compte qu'en fait ils permettent de faire des choses, des choses qu'on ne soupçonnait pas. Et donc, le moment, tu vois, parce que tu cites des exemples où effectivement il y avait une corrélation entre la consommation d'alcool, le désir pour les jeux de hasard et la non-fiabilité de ton remboursement de crédit. Mais lorsque tu rentres dans l'IA, tu es dans des trucs où il n'y a plus d'explicabilité. Ou alors tu es obligé de rendre tes IA explicables, tu es obligé de demander des garanties. Et en fait, c'est extrêmement compliqué en fait, de mettre de l'humain qui va être capable de reconstituer les causalités. On est obligé de fabriquer des algorithmes encore plus complexes à l'intérieur de l'IA pour avoir cette explication qui n'est jamais garantie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas comme une différence entre un malien, par exemple, dans une société de contrôle, va utiliser des comportements explicables et les conséquences politiques que ça a, et la manière dont, dans une version qui serait une version d'intelligence artificielle du crédit social chinois, la société accepterait que le crédit social n'est pas réductible à un certain nombre de comportements assignables. Est-ce qu'il ne va pas avoir un rejet complet d'une IA qui ne rendrait pas compte, en fait, de ces prédictions-là? Est-ce que, tu vois, autant on pourrait accepter la rigueur qu'un assureur s'intéresse au nombre de cigarettes que tu fumes pour te donner un prêt immobilier? Est-ce qu'à partir du moment où il va agréger un nombre de points de données gigantesques sans donner d'explication, il n'y a pas une vraie différence dans notre rapport à ces formes de contrôle? Je pense qu'il y a effectivement la différence que tu dis. Mon exemple était, et tu as raison, pas hyper bien trouvé parce que, mais bon, c'était pour être pédagogique, mais ça pourrait être typiquement une histoire de contrôle. Mais je pense que le profilage agrège des données
dont nous, on se dirait, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais le fait est qu'il se trouve que c'est corrélé, et voilà, enfin, il n'y a peut-être pas de causalité du tout, mais il se trouve que c'est corrélé. Des données qui n'auraient rien à voir avec dépenser ou économiser de l'argent, mais qui, de fait, sont corrélées, et corrélées de manière très robuste, et donc autorisant des Est-ce que ça, c'est prédictions. pas un seuil, tu vois, qui va rendre le profilage inacceptable? Non, parce que, enfin, je pense que cette question, comment dire, Parce que tu vois, il y ça a dépend des de... profilage à faible conséquence, des publicités, Ouais, et des mais ça, profilages à forte conséquence. mais là, les gens, alors typiquement en Chine, les gens, ils peuvent pas. Alors en Chine, c'est intéressant parce que d'un côté, les gens, à mon avis, peuvent pas dire grand-chose. D'un autre côté, il semble qu'il y a une espèce de soutien à cette histoire de crédit social. Pour tout un tas de raisons que je ne connais pas, mais apparemment les gens, alors je ne sais pas si les gens ont peur de parler, mais il y a beaucoup de gens qui parlent et qui trouvent. Je veux dire, il y a des publicités, il y a le truc du New York Times, ils te montrent des vidéos qui sont des choses à la télé chinoise en disant on a ce système, c'est super et tout. C'est parce que tu peux en rendre compte, justement, et que c'est conforme au confucianisme, à l'idée, effectivement, quelqu'un qui se comporte mal dans un Uber, ouais, il a un faible crédit social. Si ensuite, si le truc est basé oui, sur... Si tu es basé sur des trucs que tu sais pas, parce que tu ne sais pas comment ils fonctionnent. C'est juste que l'idée même de crédit social étant acceptable, parce que pour tout un tas de raisons qui sont aussi sans doute liées au fait que c'est un régime très autoritaire, après, la manière dont ça fonctionne est complètement opaque quand même. Est-ce que vraiment... Je pense que très peu de gens savent la quantité de data brokers qui croquent nos données. Enfin, elle est gigantesque. Donc, il n'y a même pas de question d'acceptabilité, parce que les gens ne sont pas au courant, en fait. C'est un peu bête à dire, mais peut-être que si les gens étaient au courant de la manière dont on leur octroie ou pas des crédits, ils diraient non mais attends, là, il y avait même des gens d'ailleurs, c'était je ne sais quelle institution, c'était dans le Financial Times, je crois, il y a des gens qui suggéraient qu'on inclut dans les données qui permettent de calculer le score de crédit les recherches Google, l'historique de navigation d'Internet des gens. Ce qui est quand même assez c'est marrant, quoi. Enfin, alors, il y a déjà pas mal de choses, hein, tous les achats, les machins, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas, du moins de manière officielle, l'historique de navigation d'Internet. Mais il y a des gens qui le suggèrent, ça n'a pas fait complètement scandale, quoi. Donc, après, les questions d'acceptabilité, il y a vraiment pas mal de variables que je ne maîtrise pas. Mais après, il y a aussi, je pense qu'il y a un truc du genre... oui, enfin, ce système rend tellement de choses faciles qu'on est disposé à payer un coût, surtout quand on le mesure assez mal, on est disposé à payer un certain coût. Je veux dire, je ne sais pas combien de gens, par exemple, déclinent les cookies tiers, ne vont pas sur les sites où on ne peut pas y aller parce qu'on a refusé les... Mais à mon avis, ça ne doit pas être la majorité, en fait. Donc... Et ce n'est pas une critique des gens du tout, hein, c'est même assez rationnel finalement de faire des analyses coûts-bénéfices. Donc, mais je pense qu'effectivement, ce qui est deep learning, il y a deux aspects, je crois. Il y a un aspect alors, qui est familier quand on fait un peu d'histoire des sciences, qui est que il y a des textes, des trucs de statistiques et tout des années 50 dont on ne servait pas trop, et on se rend compte que ça permet ça permet de pas trop mal développer des outils pour maîtriser des très grands des hyperespaces de données. Et puis, il y a aussi l'idée que on est quand même dans autre deep learning, on est dans autre chose parce qu'on est dans des ordinateurs des programmes qui ont abandonné les requisites de transparence, en fait, qu'on avait le programmeur classique des années 60, le truc, tu sais à peu près ce que fait l'ordinateur, pas prépa, mais tu connais les instructions, etc. À partir du moment où on a des programmes de deep learning où le truc va modifier ses règles de fonctionnement lui-même, voilà. Alors, on n'est pas dans le soulèvement des ordinateurs, ça n'a rien à voir avec ça, hein. Mais on est dans autre chose. Et à l'intérieur du machine learning, la différence, elle passe entre supervised learning et unsupervised, il y a un autre mot, learning. Et d'ailleurs, ce n'est pas hyper bien... enfin, la plupart du learning, c'est supervised learning, et beaucoup de machine learning, en fait, et ça, c'est un aspect dont je n'ai pas dû parler, mais beaucoup de supervised learning, en fait, c'est du machine learning qui, en fait, c'est de la régression linéaire un peu compliquée.
Mais parce qu'aussi, si tu dis que tu fais de la régression linéaire pour vendre un projet ERC, alors que si tu dis que tu as un super algorithme de machine learning, ce sera exactement pareil, mais ça passera mieux en fait. Donc il y a un côté branding. Dans tout ce que je raconte, il y a ce côté branding, économie de la promesse, enfin qui est quand même assez prégnant, mais c'est sûr. On aura le temps de discuter effectivement parce que pour le moment, ces profilages parfois nous déçoivent. Hein. Ah oui, non, absolument, absolument. Et d'ailleurs, la réponse déjà, c'est ah oui, mais ok, justement, mais c'est attends un peu et puis ça va être beaucoup mieux. Et c'est difficile de trancher parce que moi, je vois par exemple sur Google Doc, tu as ce truc de correction de. C'est beaucoup mieux qu'avant, c'est vrai. DeepL, c'est beaucoup mieux qu'avant. Enfin, je veux dire, est-ce que tout va prendre le chemin de. Oui, mais ça marche pour des langues qui sont entraînées sur d'énormes corpus, sur des comportements humains, par exemple, sur la capacité à te donner les bons produits à partir de tes posts Facebook ou tes recherches Google. Les résultats sont parfois très, très, très décevants. Merci, je crois il se fait un petit peu tard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore à Philippe et vous pourrez lire à partir de janvier, ton éditeur, c'est Payot. Chez Payot, son essai sur la question du profilage. Bonsoir et la prochaine fois, on recevra Albert Naibo. Carla, tu te souviens de la date Alberto Naibo. La date exacte, tu te souviens, Carla? C'est le 3 janvier. 3 janvier. Rendez-vous l'année prochaine et bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Salut Martine, au revoir.